Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, c'est le unique média de développement République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous nous écoutez sur la 89.5 à la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, disponible sur Play Store et App Store grâce à notre application mobile Kavi Média que vous pourrez télécharger. Merci de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, le 21 septembre prochain, la Guinée s'apprête à vivre un moment déterminant de son histoire. Le peuple est appelé à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Après une lecture comparative du projet et de l'avant-projet, nous poursuivons notre exploration des avantages de cette future loi fondamentale dans une rubrique proposée en partenariat avec l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement et d'infrastructures minières. Dans ce numéro, zoom sur l'article 20 qui consacre le droit de pétition pour les citoyens. Soyez très attentifs. Plus de 6000 agents de l'État des secteurs de l'éducation et de la santé ont été déclarés absents à leur poste à l'issue d'une mission de contrôle. En conséquence, ils ne percevront pas leur salaire durant une période donnée. Dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire, par exemple, ils sont plus de 4000 enseignants concernés. Une situation préoccupante qui pousse les syndicats de l'éducation à réagir. Des démarches ont été engagées auprès du ministère de la fonction publique pour obtenir des éclaircissements. Mais comment autant d'agents se sont-ils retrouvés dans cette situation? Que leur est-il précisément reproché? Nous poserons ces questions à notre invité Aboubacar Gesto Camara. Il est secrétaire général adjoint chargé à la communication du syndicat national de l'éducation SNE. La mort d'Alino Faso continue de faire des vagues à Ouagadougou. Des manifestations ont eu lieu ce mercredi. Plusieurs personnes se sont rassemblées devant l'ambassade de Côte d'Ivoire vêtues de blanc, brandissant des pancartes à l'effigie de l'influenceur ainsi que des drapeaux burkinabés et russes. Ils ont exprimé leur indignation et formulé plusieurs revendications, notamment une autopsie indépendante pour déterminer les causes exactes du décès, une enquête approfondie sur les circonstances du drame et le rapatriement rapide de sa dépouille au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé qui rejette déjà les explications fournies par les autorités ivoiriennes semble engagé dans une véritable bataille diplomatique. Décryptage à suivre également dans cette émission. Le scanner est dans la dernière partie vers une reconnaissance international de l'État de Palestine. Après la France, le Royaume-Uni et le Canada ont à leur tour annoncé leur intention de reconnaître officiellement l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre. Le Premier ministre britannique Keir Starmer conditionne cette reconnaissance à plusieurs engagements d'Israël, dont l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza. De son côté, le Canada fonde sa décision sur la volonté de l'autorité palestinienne de mener des réformes, notamment l'engagement du président Mahmoud Abbas à organiser des élections générales en 2026 et à ne pas militariser l'État palestinien. Face à ces annonces, Israël dénonce une campagne de pression internationale déformée qui, selon ses autorités, renforce la position du Hamas dans un moment jugé critique. On en parle largement dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. C'est une journée particulièrement difficile, il faut le rappeler avant d'ouvrir cette émission pour de nombreuses familles de Conakry. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale guinéenne ont une fois de plus causé des dégâts, des pertes en vie humaine, emporté des maisons endommagées et des routes et inondé plusieurs quartiers.
Ce drame, il faut le dire, est quand même le résultat de plusieurs facteurs. Mais au-delà des constats, nous ne pouvons en tout cas commencer cette émission ou démarrer cette émission sans exprimer nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Nous appelons chacun à respecter le plan d'aménagement urbain et l'État à agir sans délai pour éviter de telles tragédies, que de telles tragédies ne se répètent dans notre pays, dans notre capitale. On commence par ce premier sujet, Diallo. La Guinée se prépare à un tournant historique le 21 septembre 2025. Les citoyens sont appelés à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Dans notre rubrique proposée en partenariat avec l'ANAïM, focus aujourd'hui sur l'article 20 qui consacre le droit de pétition, et c'est avec notre partenaire ANAïM. Cette rubrique vous est offerte par ANAïM Guinée. Avec vous, Yaya Diallo. Justement, nous sommes au niveau de l'article 20 du projet de nouvelle constitution. Alors, il est écrit que les citoyens inscrits sur une liste électorale ont le droit de pétition lorsqu'ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi. La Chambre compétente du Parlement a l'obligation d'inscrire le sujet, objet de la pétition, à l'ordre du jour de sa séance plénière. Une loi détermine les modalités d'application de cette disposition. Voilà in extenso l'article, le contenu de l'article. Maintenant, nous allons toucher les avantages qu'a bien voulu développer notre partenaire, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures routières. Alors, pour commencer, il faut dire que l'article 20 est un véritable renforcement de la démocratie participative. Cet article donne aux citoyens un pouvoir direct d'interpellation des institutions en leur permettant de porter eux-mêmes des sujets à l'attention du Parlement. Il complète la démocratie représentative en créant un espace d'expression pour les préoccupations populaires, même en dehors de périodes électorales. C'est aussi la reconnaissance d'un droit citoyen formel. Le droit de pétition est explicitement inscrit dans la Constitution, ce qui lui confère une valeur juridique supérieure et garantit sa protection. Il s'adresse à tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, donc à une population bien définie, ce qui renforce par ailleurs sa légitimité. Cependant, poursuit l'ANAïM, la Chambre parlementaire compétente est tenue d'examiner le sujet dès lors que les conditions légales sont remplies. Cela évite que les pétitions citoyennes soient ignorées ou écartées arbitrairement. Le texte introduit ainsi une obligation de traitement, ce qui constitue un levier de pression populaire sur les élus. Le mécanisme favorise, entre autres, l'institutionnalisation du dialogue entre les citoyens et le pouvoir législatif, réduisant ainsi les risques de tension et de désaffection envers les institutions. Toujours avec l'article 20, il permet une prise en compte plus rapide et structurée des doléances sociales, environnementales, économiques ou culturelles. L'article prévoit qu'une loi organique définira les modalités d'application, ce qui permettra d'encadrer précisément les procédures, c'est-à-dire nombre de signatures, délais, critères de recevabilité. Ce cadre limite les abus tout en garantissant la transparence et l'équité dans le traitement de pétitions. En conclusion, cet article constitue un outil de pouvoir citoyen renforçant la responsabilité du Parlement et créant un lien institutionnel entre la population et ses représentants tout en s'appuyant sur un cadre légal. Ont-ils conclu, Abdallah? Oui, ont-ils conclu, rubrique proposée par notre partenaire ANAïM Guinée. Cette rubrique vous a été offerte par ANAïM Guinée.
auprès du ministère de la fonction publique pour régler au mieux cette situation. Mais comment tout cela est arrivé? Avant tout débat, suivons ensemble ce reportage de nos confrères de la RTG. Après plusieurs années de pertes financières dues à une mauvaise maîtrise de la masse salariale des agents de l'État, la Guinée, sous l'impulsion du président de la République, a mis en place un fichier unique de gestion administrative et de la solde FUGAZ. Cette plateforme intégrée, aujourd'hui pilotée par le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec plusieurs départements sectoriels, vise à assurer une meilleure stabilité et transparence dans le paiement des salaires. D'où cette rencontre avec les contrôleurs financiers. Le contrôle financier est capital. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est faire en sorte que tous les acteurs clés prennent leur place dans FUGAZ. C'est la mise en œuvre de ça qui est enclenchée aujourd'hui. Au lieu qu'ils soient en aval, ils seront en amont. Et les conséquences positives de ça sont qu'on va détecter beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies qui aujourd'hui fait des rentrées d'argent énormes à l'État, parce qu'on fait des économies, effectivement. Donc c'est un changement majeur aujourd'hui. La mise en œuvre du FUGAZ a déjà permis de détecter des cas de double paiement de primes dans certains services, ainsi que des rémunérations excessives versées à certains cadres en dehors de tout contrôle. Pour le ministre du Travail et de la Fonction publique, la masse salariale étant un poste de dépense particulièrement sensible, sa maîtrise passe nécessairement par un processus d'assainissement constant et rigoureux. La plateforme mise en place permet de gérer le recrutement, la gestion de la carrière, jusqu'à la mise à la retraite et la gestion des pensions. Et au niveau de la gestion salariale, il y a une interface que nous avons développée pour permettre à certains acteurs qui interviennent dans cette chaîne de jouer leur rôle, notamment les contrôleurs financiers, pour leur permettre d'entrer dans le système de gestion, de vérifier désormais tous les états des salaires dans leurs moindres détails pour relever les anomalies et valider la fiabilité des opérations de paiement des salaires sur la base de la gestion du fichier des agents de l'État. Déjà, les missions de contrôle de la présence effective des agents à leur poste déployés sur l'ensemble du territoire national ont révélé l'absence de plus de 6 000 agents dans les secteurs clés comme la santé et l'éducation. C'est pourquoi l'implication active des contrôleurs financiers dans le dispositif FUGAZ est devenue indispensable pour renforcer le contrôle et garantir l'efficacité de la réforme. Le FUGAZ qui continue en tout cas de faire des victimes en République de Guinée. Il y a également, on parle de 6 000 fonctionnaires, on a fait exprès, hein. C'était quand même logique de diffuser ce reportage pour mieux comprendre ce qui se passe de ce côté et pourquoi ces 6 000 agents de l'État sont concernés par ce gel de salaire. Je crois que c'est un reportage qui nous a dit tout en ce qui concerne l'objectif ou la mission du FUGAZ. Vous savez que le FUGAZ est intervenu dans une situation où il y avait une fraude administrative indescriptible, des doublons. Nous avions connu ici des individus qui avaient ce qu'on appelle plusieurs salaires, donc plusieurs emplois, plusieurs matricules, une dizaine. Vous ne pouvez pas imaginer que des Guinéens puissent avoir le courage d'empocher plus de 20 salariés. On en a connu ici. Alors, et finalement, le FUGAZ est intervenu dans ce cadre-là pour pouvoir gérer, disons, le recrutement, le salaire, mais aussi, disons, la retraite de ces fonctionnaires-là. Donc, surveiller tout et éviter à l'État de, disons, de connaître ce qu'on appelle
des gâchis financiers avec des doublons que nous avons connus par le passé. Donc, numériser, si vous voulez, le fichier. Je crois que finalement, c'est ce qui fut fait. C'était pour nous éviter quand même, disons, ces genres de problèmes qui peuvent surgir à tout moment. La question qu'il faille se poser, est-ce que c'est dans le cadre de cet enregistrement biométrique qu'il y a ce qu'on appelle des erreurs? Pour le ministère, ce n'est pas le cas. Et voilà, donc, nous avons eu une victime ici qui nous a dit effectivement que ils se sont fait enregistrer pour un premier temps et il y a effectivement d'autres qui ne l'ont pas fait. Et je pense que comme tel, la démarche qui devrait être peut-être, disons, suivie, c'est celle qui consiste à appeler à la clémence ou à la magnanimité, comme on le dit en Afrique, du département ou de l'État tout court. Mais on ne peut pas accuser l'État de n'avoir pas pris en compte, disons, de l'existence de ces agents-là. La question qu'il faut se poser, pourquoi ces agents-là n'ont pas accepté de s'enrôler? Merci. Pourquoi ces agents n'ont-ils pas été enrôlés? Nous allons poser la question à notre invité de ce matin, M. Aboubacar Gesto Camara. Il faut le rappeler, il est du SNE, Syndicat National de l'Éducation. J'y arrive enfin. Gesto, bonjour, cher ami. Bienvenue dans le scanner de Kavi Média. Bonjour à M. Abdallah, bonjour à tout son état-major des chroniqueurs très très dégourdis tous les matins pour servir la République à travers leur micro pour informer le peuple de Guinée. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, je crois que pour l'instant, c'est un sentiment de colère qui nous réveille depuis hier jusqu'à date. Et pour l'instant, je reste accroché à vos lèvres pour toute question. Bien, puisque vous parlez de colère, nous on a reçu ici quelques enseignants qui étaient dans la même situation, qui ne recevaient pas leur salaire depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, vous battez en tant que syndicaliste pour 4000 enseignants qui n'auront pas leur salaire du mois de juillet, nous apprendons au mois d'août. Est-ce effectivement cela? Bon, d'abord, M. Abdallah, il faut faire d'abord la part des choses. Le premier recensement dont il s'agit était également pour mettre les gens dans le cadre du projet FUGAS. Et le projet FUGAS, vous le savez, hein, c'est un projet qui a mis en place un système de toilettage pour qu'il y ait un salaire unique, un travailleur, un salaire. Et je crois que ce processus a été également arrivé à son terme, mais fort malheureusement, il y a eu également des cas qui ont été signalés. Premier cas, c'est des cas de doublons. Deuxième cas, c'est des cas de substitution. Troisième cas, c'est des cas qui n'ont pas été enrôlés. Donc, toutes les pièces n'ont pas été constituées pour que le recensement puisse aller à terme. Donc voilà également ces trois cas-là que le département en charge du travail et de la fonction publique nous a exhibés. Et je crois que lors de notre dernière rencontre, il était question de nous fournir la liste catégorie par catégorie pour qu'on puisse convoquer ces personnes-là, ces victimes-là, pour qu'ils nous expliquent de quoi il s'agit. Est-ce que cela est une réalité? Oui. Si ce n'est pas une réalité, non, qu'on les mette devant les faits. Mais il y a plus de 3 mois aujourd'hui, ces listes-là n'ont pas été transmises au niveau du syndicat, de l'intersyndicat de l'éducation. Alors, ce cas qui vient d'être à la une maintenant, là, qui a suscité au blocage du salaire du mois de juillet et août, je crois que c'est différent du cas précédent. Parce que le cas précédent, déjà, il y a plus d'1 an, hein, ces enseignants-là ne bénéficient pas de ce salaire-là à cause de ces accusations portées contre eux. Mais pour ce cas... Accusations qu'ils ont reconnues, hein, là, sur ce plateau et dans cette émission. Je suis d'accord avec vous. Bien. Mais le cas qui fait à la une aujourd'hui est différent du précédent, dans la mesure où il y a eu l'inspection générale de l'administration publique qu'on appelle l'IGAP, avait fait une inspection au niveau de Conakry et de l'intérieur du pays. Dans cette mission, il y avait le syndicat, il y avait l'IGE, l'inspection générale du travail et de l'éducation, il y avait également les cadres de l'administration publique, donc de la fonction publique. Alors cette mission s'est déployée à Conakry, s'est déployée également à l'intérieur du pays. Alors quand ils sont allés, ils ont rencontré assez d'absences, mais c'était des absences motivées. Parce que lorsque je prends l'exemple sur des enseignants qui sont autour de 6000 enseignants,
et comme les 600 et quelques enseignants du moins, si je m'excuse, ces enseignants-là ont fait un concours organisé par l'État guinéen et qui ont été admis à ce concours-là. Et aujourd'hui, ces enseignants sont à leur 2e année au niveau de l'ISEG pour obtenir des grades. Donc vous voulez nous dire, Gesto, excusez-nous, hein, sur les 4000 enseignants dont vous parlez, tous ces enseignants-là étaient en formation. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre dans cette émission? Je suis en train d'évoluer cas par cas. Allez-y. Voilà. Donc, le premier cas, par exemple, ce sont des enseignants qui sont en formation actuellement à l'ISEG. Les 600 dont vous parlez, hein? Oui, avoir les grades de CP9, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques maîtres formateurs, qui auront la charge dans les prochaines années de superviser, de former les enseignants qui sont à l'élémentaire. Il y a d'autres groupes d'enseignants aussi qui sont en train d'avoir un autre grade académique, c'est d'aller de primaire pour être enseignant du collège, professeur du collège, donc des PC. Il y a d'autres aussi des PL, professeurs du lycée, et d'autres des professeurs d'école normale. Donc voilà des différents cas qui sont aujourd'hui en formation. Mais lorsque les missionnaires étaient sur le terrain, on les a fait comprendre que ces gens-là sont officiellement reconnus en formation dans les institutions d'enseignement à Conakry, mais ils disent que pour l'instant, ils sont venus chercher des gens qui ne sont pas sur le terrain. Parce qu'entre les deux, généralement, il y a un doute qui plane. Les travailleurs de la fonction publique, souvent, n'apportent pas assez de crédit à ceux-là qui gèrent le personnel sur le terrain. Donc, moi, je pense que cela également devait être compris. Deuxième élément, il y a des enseignants qui étaient également mutés aussi en pleine année scolaire cette année, qui devaient quitter l'intérieur du pays pour venir regagner leur nouveau poste. C'est-à-dire certains qui ont fait 8 à 10 ans, ils ont quitté par exemple Youmou pour Kankan, Kankan pour Beila, Beila pour Mamou, Mamou pour Kindia, Kindia pour Conakry, et Conakry aussi pour l'intérieur. Donc il y a eu ce mouvement de personnel-là. Et lorsque cela a été enregistré, tous ces cas aujourd'hui sont dans les mêmes problèmes. Pendant qu'ils sont mutés officiellement dans une mutation nationale signée par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire, ils sont aujourd'hui dans leurs postes respectifs. Ceux-ci-là se sont retrouvés un beau matin, leur salaire est bloqué. Et donc, lorsque vous prenez aussi un autre cas, qui est d'ailleurs une vérité péremptoire, M. Abdallah. Ce sont des enseignants, par exemple. Je vous donne 3 cas. Quand vous prenez, par exemple, une école à Sigiri, le personnel s'élève à 31 personnes. Les 31 personnes aujourd'hui, à date, ont leur salaire bloqué. Bloqué. Donc, pourtant, ces 31 personnes ont travaillé durant tout le temps qu'ils ont existé à ces fonctions-là, à leurs services-là. Et deuxième cas, c'est aussi une école comme on appelle publique à Koya, tout près. Adja Rabiatou Sera Diallo, une nouvelle même école, qui a ouvert ses portes. On a muté des enseignants là-bas. Et ces mutations ont fait que les gens qui étaient au départ dans certaines écoles se sont retrouvés dans une nouvelle école. Et ils sont là-bas, du surveillant général jusqu'au proviseur. Aujourd'hui, tout le personnel là est resté sans salaire. Troisième cas aussi, lorsque ils sont allés aussi à Farana. Quand vous prenez l'inspection générale et régionale de l'éducation, l'IRE de Farana, à l'IRE, il y a 25 titulaires qui y travaillent. Parmi les 25, vous avez le chargé des ressources humaines, vous avez l'inspecteur régional, vous avez le staff, vous avez également le chef section pédagogique. Tous ces cadres-là sont là-bas. Ils ont été reçus, ils ont reçu la mission, ils ont signé même leur ordre de mission. Ils ont travaillé du début jusqu'à la fin du processus dans tous les établissements avec ces cadres-là. Et à la fin, on retrouve que le salaire de tout ce personnel de 25 personnes, il y a eu 22 qui sont bloqués, 3 ont été payés. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que ce sont des cas qui sont là-bas. Bien, allez-y. Alors, Gesto, bien évidemment, je vous pose cette question. Quelle intention aujourd'hui vous prêtez quand même au ministère du Travail et de la Fonction publique? Est-ce que c'est de n'avoir pas bien fait le travail sur le terrain?
tout ce qu'on peut également demander, c'est également la reconnaissance de leur erreur qui s'est transformée en faute administrative. Parce que le travail principalement n'a pas été bien fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des cadres sont à leur poste. Ces cadres vous ont même reçu, vous ont même accompagné, vous ont même aidé à accomplir votre mission sur le terrain jusqu'à la fin. Et par la suite, on retrouve ces mêmes cadres bloqués et la raison définie, on dit que c'est pour abandon de poste. C'est incongru à nos yeux. La chose que nous pouvons également entendre des cadres-là, c'était de dire que oui, nous présentons toutes nos excuses, le travail n'a pas été bien fait. Et si cela est assumé, ça peut également tempérer un peu l'atmosphère au niveau de ces victimes-là. Mais pour l'instant, il y a eu une rencontre hier entre l'intersyndical de l'éducation, la centrale USTG, avec le ministre même du Travail et de la fonction publique, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, ce qui est fait est injuste, et je crois que la promesse a été tenue très rapidement par le chef de département pour que, dans les règles de la loi, et la situation soit rétablie le plus vite que possible, parce que beaucoup d'erreurs ont été reconnues. Alors pour ce faire, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de faire en termes quand même de marche pour parvenir réellement à un compromis vis-à-vis de cette situation? Vous savez, monsieur, le salaire d'abord est sacré. Et qui touche à ça, c'est que tu portes atteinte à la dignité du travailleur. Et deuxièmement, le salaire est alimentaire. Vouloir le bloquer, c'est également de jeter à l'abattoir le travailleur et l'ensemble de sa famille. Alors, c'est pourquoi, très rapidement, des discours de condamnation ont eu lieu lorsque les bulletins ont été regardés. Et deuxièmement, il y a eu des interpellations. Troisièmement, il y a eu une descente pour une entrevue très rapidement à la fonction publique. C'est ce qui a été fait hier soir. Et ce matin, il y a également des rencontres qui vont être prévues dans les QG de l'ensemble des syndicats de l'intersyndical de l'éducation pour que des mesures idoines soient prises. Parce que nous ne pouvons pas penser que l'administration que nous connaissons, avec sa léthargie, avec sa lourdeur, ne pèse sur ces victimes-là. Pourquoi? Parce que imaginez que la fonction publique commence à reconnaître ses erreurs ou ses fautes. Dans la mesure où elle ne transmet pas une liste au niveau des finances, les finances aussi au niveau du budget, pour que ces personnes soient rétablies. Par conséquent, il faut également les domicilier encore dans leur banque initiale. Bien, et quand vous allez également domicilier, attendez seulement, il y aura un autre problème. Parce que les AGIO, il y a déjà un contrat. Si la date où l'argent devait tomber dans les caveaux de ces banques-là, si cette date expire, automatiquement, on va frapper ces enseignants-là des AGIO. Et si ces AGIO-là doivent être payés, qui va payer? Est-ce la fonction publique va être garante par rapport à ça? Est-ce que ce sont également les victimes qui vont continuer à être des éternelles victimes de cette situation-là? Alors, ça, c'est une première préoccupation. Deuxième préoccupation, quand est-ce que cela va être réglé? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont à l'intérieur, ils veulent venir rencontrer leur famille pour les grandes vacances. Il y en a aujourd'hui qui ont ouvert certains chantiers, ils veulent continuer avec pendant que au moment où nous vous parlons, à travers votre antenne, il y en a qui ont déjà pris des ciments par-ci, des tôles par-là, pour pouvoir colmater les brèches dans leurs petits chantiers. Imaginez si ce salaire-là est bloqué. À quel sein maintenant ces gens-là vont se vouer? Voilà un peu notre préoccupation. Alors, vous avez rappelé beaucoup de choses ici. Vous avez fait la part de choses. Les 600 et les 4000 dont on avait fait cas ici sont différents du point de vue, disons, démarche entamée. Et si l'État, de l'autre côté, reconnaît qu'il y a eu des irrégularités dans ces agissements en ce qui concerne ces 600 fonctionnaires dont vous faites allusion, de l'autre côté, les enseignants, eux, ont reconnu disons, leur passivité en ce qui concerne cette opération d'enregistrement. L'un dans l'autre, aujourd'hui, au-delà de ces 600-là,
Est-ce que le sujet de ces 4000 enseignants a été mis sur table à l'occasion de cette rencontre entre l'intersyndicale de l'éducation et le département de la fonction publique? Dans mon exposé tout à l'heure, je vous ai dit que les cas sont différents, comme vous l'avez également reconnu. Les premiers cas-là, notre dernière rencontre, il était question de nous transmettre la liste catégorisée. Qui sont bloqués pour les raisons de doublons? Qui sont bloqués pour des raisons de substitution? Qui sont bloqués pour des raisons de recensement? Mais jusqu'à date, plus de 3 mois, nous attendons cette liste. Elle n'a pas été transmise pour qu'on rencontre les concernés afin qu'ils puissent être mis devant les faits. Cela n'est pas encore fait. Maintenant, pour le cas de ces 4000 au code de l'éducation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ces 4000-là, pour l'instant, cette situation, c'est ce qui est à la une il y a déjà 72 heures. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés en possession de leur dû. C'est pourquoi nous sommes en train de manager avec la carotte et le bâton pour que la situation puisse être régularisée d'un moment à l'autre pour pas que ces enseignants-là ne soient victimes de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a des gens qui sont désemparés, il y a des gens qui se sentent humiliés par cette situation. Alors, Diesto, est-ce qu'au dire du département, vous avez pu avoir quelques informations liées disons, à ce manquement, à ce que vous avez qualifié de faute administrative? Est-ce les inspections qui sillonnent à travers le pays ont dressé des rapports erronés, faisant état d'abandon poste, alors, selon vos explications, il n'en est pas cas? Ou tout simplement, c'est à partir de Conakry qu'on a décidé que voilà, les gens là ne sont pas à leur poste et donc ils n'auront pas leur salaire? D'abord, lorsque vous travaillez avec quelqu'un du début de la mission jusqu'à la fin, il va sans dire que l'intéressé là existe et il est en fonction, il est opérationnel. Mais c'est à notre grande surprise qu'on constate que ces personnes-là ont été classées parmi les cas d'abandon. Monsieur Abdallah, oui, je reconnais expressement, professionnellement, qu'il y a également des enseignants qui sont en abandon de poste. Et nous, du côté du syndicat, notre premier rôle, c'est de défendre d'abord le travail après le travailleur. C'est ce que les gens doivent d'abord comprendre. Parce que s'il n'y a pas de travail, automatiquement, il n'y a pas de travailleur. Qu'est-ce que vous craignez? C'est ce qui est dit. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de travailler. Qui les ont même aidés à accomplir leur mission pendant leur séjour. Mais si ces mêmes personnes se retrouvent parmi ces cas, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Pour vous, c'est une erreur? Ça n'a pas été bien fait. Pour vous, c'est une erreur? Maintenant, ça dépend maintenant une faute. Pour vous, c'est une faute? S'il y avait même une autre expression plus lourde que la faute, ça allait être ça. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez quand vous parlez de faute? Parce qu'aujourd'hui... Les preuves que nous disposons, d'abord, il y a certains syndicalistes qui étaient sur le terrain, qui travaillent à l'intérieur, les antennes préfectorales, qui ont contribué à faire la mission avec les mêmes missionnaires. Est-ce que ces syndicalistes étaient mutés à ces endroits? Précision importante. Par exemple, je vous donne pour qu'on se comprenne. Par exemple, quelqu'un peut être un syndicat. Vous amenez le syndicat à Mamou, or que l'État lui a muté à l'Abbé. Pour une mission, il sera à Mamou, il retrouve les missionnaires, il les aide. Cela ne veut pas dire qu'il est en poste. Est-ce que c'est cela? Ou expliquez-nous explicitement. Mon professeur de littérature m'a dit, il dit, Diesto, il ne sert à rien les plus belles vérités du monde s'il ne s'agit pas d'apporter des preuves. L'une des preuves les plus illustratives que je vous donne, il y a un de nos camarades né à Sigiring, scolarisé au primaire à Sigiring jusqu'à son université à Kankan. Et il est en poste à Sigiring. Il travaille à Sigiring. Il a aidé cette mission à travailler à Sigiring. Il est coupé. Il ne recevra pas, si rien n'est fait, son salaire des mois de juillet et d'août, c'est ça? Il est bloqué et il ne l'a pas jusqu'à date. Et nous disposons à date son bulletin vierge. Est-ce qu'on l'a quand même notifié? Est-ce qu'il y a une notification officielle qu'il a reçue? Bon, qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est un exemple que je vous donne, mais les cas sont légion.
Non, mais qu'est-ce qu'on lui a dit, lui particulièrement? On ne peut pas le couper comme ça sans lui notifier. Il y a des mails, il y a des courriers. Monsieur Abdallah, oui. Il n'y a aucun retour de la part de ces inspecteurs pour motiver le blocage de ce salaire. Tout simplement, on a mis tout le monde dans la même balance pour dire abandon de poste. Non, mais on lui a notifié quand même l'abandon de poste, Guesto, on va se comprendre. Oui, c'est ce qui a motivé ce bulletin. Alors, vous avez quand même parlé de cette rencontre au ministère du Travail de la fonction publique. Quelles ont été les conclusions? Est-ce que vous avez obtenu quand même d'autres informations, notamment supplémentaires, par rapport à ces différents cas-là? Est-ce que quelques informations vous ont été données? La demande express même a été faite par le ministre du Travail qu'aujourd'hui, ce 31 juillet, que les équipes doivent également être constituées. Une équipe mixte composée de syndicats pour se mettre au travail pour que la situation soit régularisée dans un bref délai. Voilà le mot qui a été également placé par le chef de département du ministère du Travail. Du ministère du Travail. Aujourd'hui, que demandez-vous? Aujourd'hui même. Que demandez-vous concrètement? D'abord, c'est un appel que nous lançons au chef de l'État, le président de la transition, pour qu'il nous entende à travers votre média qui est très suivi, qu'aujourd'hui, il y a ces enseignants qui sont également victimes de blocage de salaire par endroit de façon licite, par autre endroit de façon illicite. Donc vous reconnaissez quand même qu'il y a deux cas. Nous reconnaissons bien sûr, Abdallah. On ne peut pas se cacher du dos, derrière les genoux. Ça, c'est une vérité catégorielle. Il y a des enseignants, franchement, qui sont poussés ailleurs, qui font des prestations pour les privés en abandonnant les services publics. Si ces gens-là étaient traqués et que nous avions des informations à travers nos démembrements que ces gens-là sont dans cette situation, on n'allait même pas lever le coin du voile. Ça, c'est un. Mais nous demandons au président de la République d'attirer l'attention de son ministre pour que la situation soit filtrée le plus vite que possible. Lequel des ministres? Il y a le ministre du Travail et de la fonction publique, il y a celui de l'Éducation. Évidemment, de l'enseignement préuniversitaire. Le ministre du Travail et de la fonction publique. Parce que le ministre de l'enseignement préuniversitaire, c'est lui qui a eu plutôt des problèmes. C'est-à-dire? Parce que si la situation continue comme ça jusqu'à l'ouverture qui est d'ailleurs envisagée pour le mois de septembre, est-ce qu'on peut également s'arrêter d'élever les enfants pendant qu'on n'est pas arrêté? Alors aujourd'hui, quand même vouloir s'adresser directement au président de la République, est-ce que ce n'est pas se tromper de cible également? Parce qu'aujourd'hui, je crois que... je suis en train de faire une hiérarchisation. À partir du président de la République, je demande aussi au Premier ministre de prendre son bâton de pèlerin pour que la situation soit régularisée. Et enfin, le ministre du Travail et de la fonction publique, que ces cadres qui sont allés sur le terrain ont fait des activités, mais qui ne pouvaient pas donner un résultat probant. Mais ce résultat doit être encore tamisé pour que l'on puisse faire la différence entre qui est à son poste et qui n'est pas à son poste. Je crois que c'est simple. Si aujourd'hui vous avez quand même, vous êtes fort quand même de ces différentes preuves, notamment concernant les différents rapports dressés par ces missionnaires-là, vous n'avez qu'à quand même, disons, confronter notamment ces différents missionnaires et surtout aussi exposer ces différentes preuves, notamment ou les soumettre au ministre de la fonction publique. Je vous garantis, c'est lorsque ces explications ont été données hier soir que la décision a été prise par sa personne pour que ce matin, même ce jeudi, qu'une équipe soit mise en place pour essayer de régulariser la situation le plus vite que possible. Alors, selon vous, puisque vous avez des démembrements un peu partout à travers le pays, vous l'avez rappelé, est-ce qu'au niveau de votre côté, vous avez fait un tamissement pour dire que ces 600-là sont tous victimes, ou il y a justement des zones d'ombre aussi qui nécessitent une véritable décantation? Je l'ai dit dans mes propos. J'ai dit, nous sommes également convaincus qu'il y a des enseignants qui sont vraiment en abandon de poste. Parmi les 600 mis en cause? Les 4 000. Les 4 000.
les 4 000. Okay. Parce qu'en tout, il y a 6 000. Et les 2 000 là, c'est contre les agents de la santé. Mais là aussi, il faut également prendre la situation avec beaucoup de mesures. Pourquoi? Parce que c'est des agents de la santé. Quelqu'un qui se trouve dans les bourgades, derrière les montagnes, où il y a un poste de santé, où il y a un centre de santé, où il y a un dispensaire, je crois que s'il quitte ce poste, quelles sont les conséquences, les répercussions directes sur la communauté pendant qu'il est absent à son poste? Gesto, parlons de l'éducation. Voilà. Hein? Voilà. Donc, au côté de l'éducation, comme vous l'avez dit, d'abord, je vous rassure que la plupart de ces personnes-là sont également disposées à confronter avec les missionnaires. Deuxièmement, les missionnaires, pour pallier à tout ça là, doivent reconnaître leurs erreurs en disant que ces personnes-là, effectivement, on les a vues sur le terrain, mais le fait de les voir parmi les gens bloqués, c'est une grande surprise pour nous. Peut-être on va aller avec la dernière question. Cette autre question, juste par curiosité, est-ce que lors de ces différentes missions-là, vous, en tant que, disons, syndicat de l'éducation, est-ce que vos membres ou, disons, vos agents ont été associés? Pas du tout. Donc vous regrettez cela et on comprend mieux. Ce n'est pas un regret. Oui, vous regrettez cela. Une chose est claire, ils n'ont pas été associés officiellement. Mais officieusement, ils étaient sur le terrain avec la mission pour faciliter le travail. Bien, ce qui est déjà compris. Donc ils étaient associés, c'est tout. Associés, c'est tout. Hein. Et ce que nous devons retenir, vous êtes en pourparlers avec le ministre du Travail et de la fonction publique à l'heure où nous tenons cette interview, c'est ça? Est-ce que vous confirmez? Dès aujourd'hui, que les commissions vont se retrouver pour la régularisation très rapidement de cette situation vraiment qui est en train de terroriser aujourd'hui les différents ménages, les différentes familles. Merci. Aboubacar Gesto Camara, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint chargé à la communication du syndicat national de l'éducation SNE. Merci d'être intervenu sur nos antennes. Merci à l'équipe de Scanner, bon vent à vous, que Dieu vous paye par rapport à tout ce que vous faites pour notre nation. Amin, c'est un devoir que nous faisons chaque matin. Nous nous acquittons de notre devoir chaque matin. J'allais dire, on l'a suivi avec beaucoup de précision et Diallo. Maintenant, il y a quand même, on a eu ces explications qui dissocient quand même ces 4000 enseignants aux autres que nous avons reçus, à ce collectif que nous avons reçu ici. Donc le cas des 4000 là, ça concerne que les mois de juillet et d'août. Donc, par rapport aux fugaces, à certaines commissions qui se sont rendues à l'intérieur du pays. C'est de bonne guerre. Moi, je comprends. Le gouvernement est dans son rôle. Si vous n'y êtes pas, il faut que vous ayez des justifications qui puissent tenir la route. Sinon, quoi, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et les 2 mois là, c'est pour les vacances. Les vacances, parce qu'on nous apprend qu'en septembre, le ministère de l'enseignement préuniversitaire entend rouvrir les classes pour permettre aux élèves de débuter ou de démarrer effectivement les cours en octobre. Donc je pense que tout est dit. Hein. Oui, justement, tout est dit, mais je pense que c'est clair. L'État aujourd'hui est dans une dynamique, on l'espère bien, parce que c'est ce que nous entendons, de rationaliser l'administration, de la rendre beaucoup plus, disons, productive, et de l'assainir, parce que le fichier qui est mis en place ici, selon le ministre, qui ne cesse de brandir ses trophées, il s'agit là carrément de nous débarrasser de tout ce qui est doublon, de tout ce qui est fictif dans le fichier de l'administration. On est bien d'accord jusque-là. Mais comme l'a rappelé Gesto, c'est le travail d'abord. Tous ceux qui travaillent là, il faut que l'État puisse, à travers ce département, aussi assez vigilant, pour ne pas, par endroit, commettre aussi des péchés, puisqu'on peut confondre, naturellement. On peut confondre, c'est en cela que nous disons ici, l'erreur est humaine. S'il y a des erreurs, il faut les reconnaître, les corriger. Ça, c'est au niveau du département. Maintenant, s'il y a à côté des gens qui pensent qu'ils peuvent frauduleusement être employés par l'État et de ne pas se mettre au travail ou s'employer ailleurs et cumuler, disons, doublement de salaire, indu, et je pense que là, l'État doit agir. Et c'est en cela que nous disons ici, pour ne rien au monde, l'État ne doit justement accepter ce qui était possible hier. Ce qui était possible hier ne doit pas l'être aujourd'hui, Mohamed Leba.
Mais c'est clair, moi je crois que disons, ce processus, notamment d'éclaircissement des choses, parce que c'est de ça qu'il s'agit, concernant, disons, la situation des fonctionnaires, pas que des enseignants. Peut-être qu'on a mal compris, disons, Gesto dans ses explications concernant les 4000 dont on parle. Et je crois que même dans ces 4000-là, il a catégorisé et naturellement, il a sorti 600 autres cas qui ne seraient pas directement liés à d'autres cas antérieurs que nous avons reçus dans ce ce n'est pas ça. Il a dit que 600 étaient à l'ISEG pour étudier, pour des formations. Uniquement pour la formation. Donc dans les 4000, il y a 600 qui étaient là-bas pour la formation, qu'ils avaient oublié, ignoré. Aussi, il a parlé de ceux qui sont à l'intérieur du pays, notamment pour d'autres, disons, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, s'ils se sentent forts, notamment de ces différentes preuves aujourd'hui dont on nous parle, que nous n'avons pas encore vu, je crois que le mieux, c'est, disons, de confronter directement ces différentes preuves, notamment aux missionnaires qui étaient sur le terrain, parce que quand même c'est difficile de comprendre que ces gens-là soient sur le terrain et que des personnes qui étaient notamment en poste ne soient pas, disons, prises en compte, et que cette situation les frappe aujourd'hui. Je crois que le mieux, le ministre pourrait avoir des oreilles attentives par rapport à ces différentes revendications, mais encore une fois, il faut que chacun se remette en cause par rapport à la situation, parce qu'on nous a habitués à cela dans ce pays-là, des cas de doublons, notamment de substitution. C'était couramment et sciemment fait dans notre pays, et aujourd'hui voir le ministère de la fonction publique et du travail, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour mettre fin à cela, je crois que cela est salutaire, mais encore une fois, cela devrait se faire dans les règles de l'art, encore une fois, pour ne pas favoriser les gens, disons, vis-à-vis des autres, et surtout mettre tout le monde dans une même balance, et surtout le faire équitablement. Et équitablement, c'est pourquoi je vais rester avec vous et nous allons prendre la direction du Burkina Faso, où la mort de l'influenceur Alino Faso suscite des manifestations dans la capitale Ouagadougou. Je l'ai rappelé tantôt, les protestataires, j'y arrive, réclament une autopsie indépendante, une enquête crédible et le rapatriement de sa dépouille. Pendant ce temps, le gouvernement burkinabé, lui, conteste la version ivoirienne et monte au créneau ou monte au front diplomatique. Donc, il y a beaucoup, c'est un cocktail de faits aujourd'hui, notamment la société civile burkinabé et aussi le pouvoir de Ouagadougou concernant, disons, la mort suspecte, j'ai dit bien la mort suspecte, d'Alain Christophe Traoré, il s'appelle comme ça, alias Alino, et qui est activiste et influenceur burkinabé, qui a été retrouvé mort, c'était le 24 juillet dernier, dans sa cellule à l'école de gendarmerie d'Abidjan, Côte d'Ivoire, arrêté en janvier dernier, vous vous souvenez, pour intelligence notamment avec les agents d'un État étranger et complot contre l'autorité, disons, de l'État ivoirien. Sa mort a été officiellement qualifiée de suicide, notamment par pendaison, par le procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan, Oumar Kone Braman, qui a annoncé qu'une enquête serait quand même en cours pour élucider notamment les circonstances de la mort de l'influenceur burkinabé. Vous avez rappelé, et naturellement, il y a cette thèse qui est aujourd'hui vigoureusement contestée par le pouvoir de Ouagadougou et également la société civile, qui quand même dénonce les circonstances obscures, disons, de la mort de l'influenceur. Il faut le rappeler, Alino Faso avait quand même 4200, disons, il était suivi par 4200 personnes sur Facebook, donc quand même c'était quelqu'un qui était connu notamment pour ses sorties aussi et disons cette proximité qu'il avait quand même avec le pouvoir de Ouagadougou. Alors hier il y a eu cette
marche blanche qui est très symbolique. Ce 30 juillet 2025, plusieurs centaines, disons, de manifestants vêtus en blanc. Et il faut quand même dire que c'est la couleur du deuil. Et ces personnes ont défilé du mémorial Thomas Sankara, c'est-à-dire lieu symbolique de lutte pour la justice au Burkina Faso, jusqu'au, disons, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Et vous l'avez rappelé, notamment les motifs et surtout aussi les différentes revendications, les réclamations vis-à-vis notamment de ce cas de mort. On parle notamment concernant la version ivoirienne d'un suicide, parce que n'oubliez pas qu'il y a le président du tribunal, enfin le procureur du tribunal de première instance d'Abidjan qui a dit que le procureur de la République, pardon. C'est ce que je dis, je crois. La première instance, vous avez dit. Non, le procureur de la République, okay. Mais près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il a rappelé que Alino a été retrouvé, disons, enfilé, enfoui dans un drap et qui s'était même ouvert des veines. Donc il y a aujourd'hui cette thèse qui est catégoriquement beauté en touche et par le pouvoir de Ouagadougou et par la société civile, et notamment c'est ce qui s'est quand même, disons, manifesté hier à travers cette marche blanche de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons quand même des différentes revendications, notamment la première, c'est l'enquête indépendante autour de ce cas de mort. Il y a des manifestants qui exigent une autopsie indépendante et une enquête conjointe pour établir les causes réelles du décès d'Alino Faso, et rejetant catégoriquement la thèse de suicide. De l'autre côté, il y a l'exigence par rapport au rapatriement rapide même de la dépouille d'Alino Faso au Burkina. De l'autre côté, parlons de justice internationale. En termes aussi de réclamation, il y a cet appel lancé aux organisations notamment de défense des droits de l'homme, notamment aussi l'ONU, Amnesty International et autres, par rapport à ce cas, pour faire toute lumière aujourd'hui concernant ce cas. Parlons de cette mobilisation citoyenne qui disons, s'est opéré hier du côté du Burkina Faso. Au-delà, il y a aussi des réclamations, des exigences diplomatiques de l'État burkinabé vis-à-vis de l'État ivoirien concernant les circonstances aussi, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a, après notamment la sortie du procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan, il y a le pouvoir de Ouagadougou qui a réagi directement, et convoquant ainsi, disons, une rencontre diplomatique, notamment le ministre des Affaires étrangères, Karamo Jean-Marie Traoré, qui a convoqué la chargée d'affaires ivoirienne pour exprimer d'abord, dans un premier temps, son indignation. De l'autre côté, le rejet également, comme l'avait fait la société civile, le rejet de cette thèse liée quand même au suicide est qualifié, parce qu'aujourd'hui, le Burkina qualifie la mort d'Alino Faso d'assassinat crapuleux, ce sont les propos du ministre, et exige transparence totale, notamment autour concernant cette mort. De l'autre côté, il y a une rencontre diplomatique, et peut-être que cette rencontre diplomatique, parce qu'aujourd'hui, les autorités burkinabées veulent rencontrer, c'est-à-dire parler de vive voix avec les autorités ivoiriennes pour quand même clarifier un certain nombre de choses concernant la mort d'Alino Faso. Est-ce que cela pourrait aujourd'hui pousser les deux pays à une escalade, disons, diplomatique? Rien n'est... tout est à craindre aujourd'hui, parce que, disons, la colère monte d'un cran, surtout du côté burkinabé, parce qu'il y a quand même naturellement ces risques diplomatiques et surtout aussi avec des suites potentielles, notamment des tensions régionales, parce que les accusations de trahison, notamment de principe de fraternité africaine, les appels à la démission de Ouattara risquent d'envenimer encore la situation, parce que du côté de la société civile burkinabé, si vous écoutez les uns et les autres, vous allez comprendre carrément que la guerre va au-delà, disons, même de ce qu'on peut imaginer concernant
cette mort suspecte d'Alino Faso, il y a aujourd'hui une guerre nette diplomatique qui s'ouvre quand même entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. D'autant plus que dans un passé récent, nous savons réellement, après même la venue au pouvoir de cette junte aujourd'hui, dirigée par Ibrahim Traoré, il faut quand même se dire que le pouvoir d'Ouagadougou et le pouvoir d'Abidjan, il n'y a pas une entente aussi, c'est-à-dire une grande entente entre ces deux-là. Avec la mort, disons, d'Alino Faso, la goutte d'eau risquerait vraiment de faire déborder le vase. Ne serait-ce encore pour une fois, il faut attendre l'enquête, disons, ouverte par la Côte d'Ivoire pour savoir réellement quelles sont, disons, pour élucider les circonstances de la mort d'Alino Faso. Pour l'heure, il faut se dire quand même que cette thèse de suicide est naturellement et catégoriquement bottée en touche par les autorités burkinabées. Burkinabé, il faut le rappeler. La pause, la pub, derrière, on se retrouve pour poursuivre ce débat. On reste sur cette actualité, le décès d'Alino Faso. Nous reviendrons sur le contexte ou, en tout cas, ce qui a marqué son arrestation, entre autres, dans cette émission. Ne zappez surtout pas. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Kavi TV, la télé du développement. Le scanner sur Kavi Media, nous sommes encore ensemble pour plus de 20 minutes dans la deuxième et dernière partie de
cette émission, nous parlons toujours de ce sujet très important. Au Burkina, la mort de l'influenceur Alino Faso suscite encore des réactions et pourrait quand même créer un front diplomatique entre Ouagadougou et la Côte d'Ivoire, il faut le dire, Ouagadougou et Abidjan, puisque les autorités burkinabées contestent la version officielle ivoirienne, version qui prétend un suicide, et le Burkina qui demande plus de clarté et une autopsie, et le rapatriement sans délai du corps de Alino Faso. Mais d'abord, on va revenir, Mohamed a planté le décor de tout ce qui s'est passé, mais il faut quand même rappeler le contexte de l'arrestation d'Alino Faso, qui reste quand même très très important. Absolument. Avec des accusations jusque-là qui sont sans fondement pour beaucoup d'observateurs. Absolument. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2021, il est établi en Côte d'Ivoire régulièrement. Alino Faso, influenceur, Mohamed l'a rappelé. Homme d'affaires aussi, ce qu'il faut dire, il est dans l'humanitaire. Maître de conférences aussi, parce que c'est un intellectuel. Et nous connaissons la connexion entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, donc c'est presque le même peuple. Il était en détention provisoire depuis janvier 2025 ce sont les chefs d'accusation, pour intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez un peu de ce blogueur kenyan qu'on avait accusé de corruption sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours des chefs d'accusation en Afrique. Alors qu'on peut disons... Moral de la population, c'est ce qui m'étonne beaucoup. Qu'on peut inventer. Rassemblement de renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Ça m'intéresse, Abdallah. Espionnage Espionnage et diffusion de fausses informations. De fausses informations dans l'intention de livrer l'État ivoirien à un État étranger. Il s'agit de quel État? Vous vous rappelez de ces tout derniers coups d'État, puisqu'il y en a eu beaucoup. Au dire de notre confrère burkinabé, Traoré, il y en a eu pour lesquels il n'y a pas eu de communication officielle, des tentatives de coup d'État concernant le régime d'Ibrahim Traoré. La toute dernière, il était indiqué que de mercenaires seraient établis en Côte d'Ivoire en préparation et en connivence avec certains chefs religieux burkinabés qui devraient opérer ce qu'on appelle ce coup d'État. Il y a eu certains officiers qui ont été arrêtés dans ce sens-là. Alors au retour, on a accuse ce dernier d'espionnage et finalement la mort... on ne le dira pas assez, elle est sur toute la ligne suspecte parce que, tout simplement, quelqu'un qui a été arrêté pour une détention provisoire, on sait très bien qu'il devrait être sous le contrôle de l'État. Parce que c'est l'État qui l'a arrêté, qui l'a accusé. Pas dans une école peut-être de gendarmerie. Absolument, puisque tous ces tas d'accusations que nous venons de rappeler ici, c'est l'État qui les a formulées. Donc comme tel, il fallait garantir son intégrité physique et morale pour qu'il y ait un procès au cours duquel certainement il y aura ce qu'on appelle une opposition de ce que l'État lui reproche et de ce qu'il était en train réellement de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Finalement, tout cela n'est pas arrivé et finalement, mort ça n'est suivi. Pour l'État ivoirien, il s'agit d'un suicide, mais pour les Burkinabés et pour beaucoup d'Africains, il faut le rappeler, on a suivi beaucoup d'intellectuels africains qui ont accusé directement l'État ivoirien d'avoir assassiné Alino Faso. Au-delà des considérations politiques ou géopolitiques ou des positionnements, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, nul ne peut ignorer que cette rivalité géopolitique internationale s'est transportée au niveau de notre sous-région. Nous avons des États pro-français et d'autres pro-russes, et dans ça, il y a une guerre froide qui est menée. Et bien finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que ça risque quand même d'envenimer la situation et pourquoi pas essayer d'enregistrer des cas similaires aussi dans certains États. Et finalement, nous risquons de connaître ce qu'on appelle une guerre entre États. Et je crois que c'est ce qu'il faut arrêter maintenant. Et pour l'arrêter, il faut que la CEDEAO puisse se bouger. Nous sommes dans l'espace CEDEAO là. C'est vrai que le Burkina Faso n'est plus de la CEDEAO, mais nous sommes le même peuple là. Il y a l'Union africaine également. Justement, ce qu'il faut dire, c'est que
enfin, au nom du principe de subsidiarité, la CEDEAO devrait faire les premiers pas, ensuite la CEDEAO, l'Union européenne, et puis, les Nations Unies. C'est normal, c'est ce qui devrait se faire, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc je crois que c'est important, au regard de ce que nous entendons, de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qui ne nous honorent pas en tant qu'Africains. Il faut qu'on arrête cela. C'est vrai que sur un certain nombre de choses, on peut se poser la question sur les chefs d'accusation, parce qu'on ne peut pas quand même jeter tout dans cette chose. Oui, puisque, laisse-moi t'interrompre, je me suis amusé quand même à lire il y a 2 jours un article de l'agence française de presse, AFP, qui disait une source sécuritaire avait déclaré en janvier que l'activiste était suspecté d'avoir des liens étroits avec la BIRC. Mais la BIRC, c'est quoi? C'est le bataillon d'intervention rapide de la communication. Un groupe de cybercriminalité, si je ne me trompe, ou cyberactiviste, qui est très influent sur les réseaux sociaux. J'y arrive. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, comme tu l'as dit, c'est que ce groupe d'activistes était quand même très proche du Burkina Faso. Et c'est ce groupe, selon l'agence française de presse, que quand l'activiste a été suspecté d'être très proche de ce groupe, et que ce groupe opérait pour le Burkina Faso et l'AES, s'attaquait à tous les pays, c'est-à-dire tous les chefs d'État, tous les pays qui se hasarderaient à dire du mal de l'AES. Donc sur les réseaux sociaux, ce groupe avait pour objectif de vous descendre. C'est-à-dire de comploter, de dire tout sur vous, de voir des informations fausses. Donc, sur cette base, Alino Faso a été arrêté. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que plus loin dans ce même article, l'agence française de presse nous dit que les autorités ivoiriennes ont reproché à Alino Faso sa proximité avec Ibrahima Maïga. Maïga, ça vous dit, c'est purement burkinabé. Un activiste vivant aux États-Unis, très influent sur les réseaux sociaux avec plus d'1 million de followers sur Facebook. Les publications de ce dernier sont réputées virulentes à l'encontre d'Abidjan. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce rapprochement rapide, parce que tel est proche de tel échange avec tel, pourtant tel est en train de descendre. La règle mathématique, quoi. La règle mathématique, donc Alino Faso a été arrêté. Non, ça, c'est une règle philosophique. Hein. Non, purement, c'est mathématique. C'est 1 + 1 égale à 2. L'ami de mon ami, l'ennemi de mon ami, donc ça, c'est purement philosophique. Allez, donc, tout ce qu'on est en train de dire, il faut le rappeler, que le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, c'est ça son nom. Coulibaly, qui avait dit, l'ancien Premier ministre, Amadou Coulibaly, qui avait déclaré que tout s'était passé dans c'est pas l'expression, dans de meilleures conditions, en bonne et due forme. Parce que la justice, ils aiment dire ça, en bonne et due forme. Donc, tu l'as rappelé, bonne et due forme, ça veut dire on l'arrête, on le place sous mandat de dépôt, il va dans une prison. Justement. Bonne et due forme. Maintenant qu'il se retrouve dans une école, règles de la procédure. Les règles de la procédure ont été respectées, bonne et due forme. En tout cas, pour ceux qui couvrent les procès. C'est de là qu'il s'agit. C'est de là qu'on dit en justice que la forme commande le fond. Donc déjà, si la forme n'y est pas, on peut s'interroger sur le fond même. Donc c'est ce qui est arrivé dans ce procès. Moi, je ne dirais pas ouvertement, ou je ne dirais pas concrètement que c'est un assassinat ou pas. Mais ce qui reste clair, les conditions même d'arrestation en disent donc sur ce que voulaient les autorités ivoiriennes quant à cette situation. Parce qu'un rapprochement, pas de preuve, parce qu'il n'y a pas eu de procès. Aujourd'hui, il est difficile de dire que Alino Faso peut-être est coupable des chefs d'accusation. La mort n'arrête pas la procédure, ce qu'on nous apprend en justice aussi. Non, mais c'est lui le plus grand perdant, parce qu'il est décédé. La mort aussi n'arrête pas les procédures. Donc, ça veut dire que normalement, on peut continuer et que l'État ivoirien doit nous en dire plus. L'État, le Burkina a raison de demander plus, a raison de demander l'autopsie, le rapatriement de son corps, parce qu'après tout, nous sommes en politique. Tout peut se dire en politique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible même de rapatrier le corps d'Alino Faso, vu tout ce qui a été dit? Ce qu'il faut dire, si vous me permettez, au-delà de cet influenceur burkinabé établi aux États-Unis, ce que Maïga, ce qu'il y a eu des informations qui sortent et qui font état aussi d'un rapprochement qu'on collerait à Alino Faso
de l'autre là, de Laurent Gbagbo. Vous connaissez l'ancien président. Laurent Gbagbo, suite à la sortie même d'Ibrahima Traoré, qui avait dit que Gbagbo a été peint en noir par les impérialistes. Impérialistes entre griffes, il a cité quelques États, parce qu'on a vu comme cette rupture avec la France. Tout à fait. Avec Guillaume Soro, que vous connaissez bien, qui aujourd'hui le connaît un peu, un grand... Non, mais de son parcours. Il peut bien le connaître. Parce que ce n'est pas quelqu'un à présenter quand même sur le continent africain. Donc, et vous connaissez très bien, c'était ce monsieur aujourd'hui qui fait le triangle entre les trois États de l'AES. Et certains disent que même c'est lui qui conduit presque dans l'ombre toutes les missions à partir de Moscou. Donc il joue un grand rôle pour le renforcement de ce lien entre les trois États et Moscou. Donc aujourd'hui, nous avons suivi lui-même sa sortie par rapport à l'annonce de la candidature du président Ouattara. Et donc, selon certains, on avait bien voulu pousser à ce dernier d'accuser tous ces gens-là d'avoir justement l'intention de comploter contre l'État ivoirien. Des choses que Alino Faso n'aurait pas acceptées. Je crois que c'est ce qui a anticipé ce qui est arrivé, selon certaines sources. Donc il y a tous ces aspects-là qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voulait d'obtenir de ce dernier d'aveu, faisant état d'être de mèche avec certains qu'on voulait à mort pour justement leur participation à l'atteinte à la sûreté de l'État ivoirien. Finalement, on nous apprend qu'il n'avait pas tombé dans ce piège-là. Et bien, finalement, ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce qui est arrivé, oui, Mohamed, pour terminer. Non, mais par rapport disons même au discours du procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan, quand on dit que Alino Faso a tenté de s'ouvrir les veines, vous comprendrez automatiquement qu'il y a anguille sous roche. C'est assez léger. Comment il a eu ça? C'est assez léger. Et quelqu'un, en fait, on ne sait pas, il n'est pas dans une prison, disons, dans une prison, une vraie prison. C'est vrai que quand vous êtes privé on parle d'une école de gendarmerie. On parle d'une école de gendarmerie. Il est détenu depuis janvier jusqu'à maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant que cela survient? Voilà des interrogations, parce qu'il faut quand même dire qu'à Lino Faso, disons, cette mort aujourd'hui dépasse quand même le cadre d'un drame individuel, parce qu'elle incarne, il faut dire, les tensions politiques. Aujourd'hui, les défis notamment face aux droits de l'homme, aux droits humains, les fragilités diplomatiques aujourd'hui dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, parce que alors que le Burkina Faso exige aujourd'hui réparation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État ivoirien va offrir en guise de réponse? Nous allons encore attendre d'avoir les conclusions de cette rencontre appelée notamment par la diplomatie burkinabé vis-à-vis des autorités ivoiriennes pour savoir réellement sur quel pied ils vont se tenir pour clarifier tout ce qui s'est passé par rapport aujourd'hui à cette thèse de suicide. Est-ce qu'il y aura finalement l'ouverture d'une information ou d'une enquête internationale, parce que ça fait partie quand même des exigences. Et si vous regardez aujourd'hui, c'est que le rôle que, disons, la communauté internationale, ou notamment l'influence que les puissances internationales ont sur ces différents États, ou sur nos États africains, ça en dit beaucoup long. Parce que hier seulement, la marche blanche du côté de Burkina Faso en dit beaucoup aussi, parce que vous allez vous en dire qu'il y a des manifestants qui étaient quand même avec, disons, le drapeau russe. Et vous allez comprendre convenablement directement. C'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique et quelque chose que nous, ici en Afrique, on ne connaissait pas avant. Bien, donc ce qui reste clair, il faut quand même que lumière soit faite sur cette mort suspecte d'Alino Faso. Nos condoléances au peuple ivoirien et à la famille de l'influenceur. Nous nous tournons maintenant vers l'Europe, il faut le dire, ou le Moyen-Orient, je préfère, et on parle de cette très bonne nouvelle pour la Palestine, vers une reconnaissance de l'État de Palestine après la France, le Royaume-Uni et le Canada annoncent leur intention de reconnaître l'État palestinien en septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union de l'Organisation des Nations Unies, des positions et qui font vivement réagir Israël, qui parle de campagne de pression déformée. Assez d'interrogations sur ce revirement de situation avec vous. Hein. Je commence par Ria Diallo toujours. Oui. Je crois que là, on peut, même si on peut le dire que ce sont des actions
qui sont tardives, mais qui viennent à point nommé, parce que nous assistons quand même à une tragédie humaine au niveau de la bande de Gaza, et tout est parti de ces conflits qui durent, disons, depuis près d'un siècle, disons, comme ça, puisque ça a dépassé carrément les 50 années de crise en ce qui concerne cette partie du Moyen-Orient. Vous vous rappelez très bien que le processus de reconnaissance de l'État palestinien a commencé depuis un bon bout de temps. Et ça en France depuis 2014. Depuis 2014. Enfin, ça c'était un rebondissement. Mais sinon, c'est depuis, si vous prenez depuis Jacques Chirac, le processus là a été enclenché, mais il y avait ce qu'on appelle des atermoiements, des hésitations, parce que les intérêts aussi sont liés avec d'autres aussi qui ne veulent pas entendre que voilà, cette reconnaissance soit effective, notamment les États-Unis. Donc, la France qui marchait sur les pointes et finalement qui a décidé de reconnaître encore que, attendons, puisque c'est une annonce, le moment n'est pas venu, attendons de voir ce qui va se passer entre-temps, et je pense que je ne joue pas au Cassandre, mais tout peut changer aussi avec la France. Tout peut changer avec l'Europe. L'Europe aujourd'hui qui se cherche. Parce que je suis de ceux qui pensent que la seule motivation aujourd'hui de la reconnaissance tacite, même si ce n'est pas effective, de l'État palestinien découle de la situation géopolitique qui est en gestation. Il faut se positionner et il faut aller là où ces intérêts peut-être seront pris en compte. Et aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui sont présents partout et qui veulent être partout sans partage. Je crois que c'est ce qui expliquerait un peu cette situation-là. Parce que vous avez vu la réaction des États-Unis qui considèrent toutes ces sorties-là comme étant des décisions imprudentes et dont les conséquences peut-être seront assez néfastes pour l'humanité, parce que pour les États-Unis et pour l'Israël, je veux dire, reconnaître l'État palestinien, c'est d'encourager le terrorisme. Parce que pour eux, c'est le Hamas à travers la Palestine que l'attaque du 7 octobre 2023 a eu lieu, et tout est parti de là, même si nous savons les causes sont aussi séculaires, aussi vieillissantes que on se demande qu'attendait l'humanité, je veux dire, dans son ensemble, parce qu'à mon avis, au-delà de ce 140 États qui ont pris le courage, mais même si qui ne pégeaient pas, aussi c'est ça aussi, parce qu'on a fait de telle sorte que le monde est conçu comme étant seule la force à un certain niveau peut prévaloir, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes dans une anarchie mondiale. Les États-Unis ont tous soutenu Israël. On ne cache pas, ça ne se cache plus. C'est-à-dire que cette politique, si vous voulez, disons, cette réelle politique est devenue apparente aujourd'hui. Ce qui se passe et ce qui se dit est visible un peu partout. Donc ça veut dire tout simplement que les États-Unis sont les seuls aujourd'hui, à travers ses alliés aussi, il faut le rappeler parce qu'il reste beaucoup. Nous parlons du Royaume-Uni parce que c'était quand même stratégique pour que le Royaume-Uni, en ce qui concerne sa représentativité au niveau de l'Union européenne, son lien avec les États-Unis, puisse dire attention, nous voulons au nom de la paix procéder à une solution à des États. C'est la solution. Tous ces États-là voient cela. Le monde voit cela. C'est la solution. Et éventuellement, mettre en place un cadre de cessez-le-feu pour limiter les frontières entre Israël et la Palestine. Et ensuite, démilitariser carrément la Palestine. Et puis voilà, le monde continue. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a une menace d'annexer la Cisjordanie. On ne veut pas parler de ce qu'on appelle la reconnaissance de l'indépendance et de la souveraineté de la Palestine. On veut maintenir le statu quo. Pendant ce temps, Abdallah, nous avons une tragédie humaine qui se passe, un génocide, on inventerait sur les organisations qui l'ont dit, où l'État israélien empêche à ce qu'on achemine des aides humanitaires au niveau de la bande de Gaza, des médicaments, des gens meurent tous les jours. Et cela est sciemment fait. Aujourd'hui, on a déclaré la famine au niveau de cette partie du monde entier. Donc, qui manque du tout aujourd'hui, des bébés qui meurent parce que tout simplement, il y a une malnutrition qui est là, ou parce que tout simplement, les bébés n'ont pas le lait pour pouvoir justement résister. Donc voilà des choses qui se font. Et puis, pour terminer, est-ce que quand on autorise ce qu'on appelle l'acheminement des aides humanitaires, on attend que des Palestiniens se mobilisent pour pouvoir justement s'approvisionner en denrées alimentaires et on ouvre le feu sur les gens. Ça, c'est très grave. Non, mais ça dépasse l'entendement humain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend.
Mais au nom de calculs géopolitiques, on continue toujours de hâter les pas. Et je pense qu'il faut que l'humanité aujourd'hui oblige les États-Unis, puisque ni tété de ces soutiens indéfectibles et inconditionnels des États-Unis et d'Israël, on aurait dû surpasser là et nous faire l'économie de toute cette violence humaine, de toute cette tragédie que nous vivons aujourd'hui par le fait d'une bêtise humaine, tout simplement. Tout simplement, oui, Mohamed Lebas, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la Palestine, mais déplorable quant à la suite, en tout cas, où le temps qu'a pris, en tout cas, cette décision. Oui, l'Europe quand même qui commence, disons, à comprendre, à moins que ces différentes décisions soient... Annonces. Ces différentes annonces, enfin, ça peut être une décision, une annonce, soit politique, hein, à moins que ce soit politique, sinon, ce que nous voyons là, parce que c'était le 24... disons, la France à travers Emmanuel Macron qui parlait quand même d'une reconnaissance de l'État de Palestine. Et ce 31 juillet 2025, vous avez le Canada, vous avez le Royaume-Uni, et notamment parce que concernant le cas même du Royaume-Uni, vous avez le premier ministre Keir Starmer qui a quand même conditionné sa reconnaissance notamment à des engagements israéliens d'ici septembre. Notamment ces conditions, vous les connaissez, il s'agit d'ici c'est le feu, non-annexion de la Cisjordanie et l'aide humanitaire à Gaza. On peut asseoir que quand même qu'il y a aujourd'hui, disons, des volontés notamment qui se manifestent, peut-être que pas sur un poids politique, pour décrisper un peu la situation au Moyen-Orient. Parce que reconnaître l'État de Palestine, je crois que ça pourrait notamment mettre fin à cette barbarie que nous connaissons, notamment dans la bande de Gaza, à travers le Moyen-Orient, qui n'est pas aujourd'hui, disons, un endroit plus tranquille. Ce n'est plus un endroit tranquille dans le monde. Nous avons connu récemment la guerre, cette guerre de 12 jours entre l'Israël et l'Iran. De l'autre côté, vous avez des puissances internationales qui continuent quand même à influencer, et notamment à prendre des décisions en lieu et place d'autres pays, notamment souverains. Et voilà comment fonctionne aujourd'hui le monde entier. Donc, je me dis que ces différentes annonces, si elles sont bien entendues, elles se transforment en des décisions, notamment officiellement prises et rendues publiques, ça pourrait véritablement changer aujourd'hui la donne. Parce que ce qui se passe du côté disons, de la bande de Gaza, parce que moi je ne peux pas comprendre que l'aide humanitaire même soit empêchée par l'Israël, alors qu'il y a peu de discours aujourd'hui, il faut quand même le dire, peu de discours, peu d'actions quand même concrètes sur le terrain pour dire non à l'Israël. L'Israël n'est pas le patron du monde quand même. L'Israël n'est qu'un pays comme c'est-à-dire la Cisjordanie, est un pays comme l'Iran, est un pays même comme peut-être disons la Guinée. Donc c'est un pays comme les autres. Prendre des décisions en lieu et place, et surtout avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui en termes, disons, de décisions parfois radicales, des intentions même de l'Israël vis-à-vis de cette autre partie du monde, la bande de Gaza. Et cette guerre qui aujourd'hui, on ne sait même plus à quand ça va prendre fin, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une guerre qui est largement qui est plus âgée que nous. On dit même que c'est une guerre par procuration. Mais c'est cela, c'est une guerre par procuration. Vous allez voir. Après tout, il y a la Russie qui n'a pas dit son dernier mot, il y a les États-Unis qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, même si, bon, de par endroit, il y a la Chine qui titube un peu. Donc, il y a tout un cocktail aujourd'hui de décisions qu'il faille quand même attendre pour voir, disons, cette question liée à la reconnaissance de l'État de Palestine devenir une réalité. Pour le moment, il faut se dire que c'est une photocopie et non pas l'original. Peut-être on attend des annonces d'autres grands États ou d'autres États quant à cette reconnaissance de l'État de Palestine. Ça n'est pas une rançon internationale. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi je mets ça à l'actif des annonces. Pour jusque-là, ce sont des annonces. L'Europe qui est aujourd'hui pris au coup, peut-être c'est une rançon pour peut-être ramener les États-Unis sur un certain nombre de mesures. Mais pourquoi pas renoncer renoncer à toutes ces taxes, ces taxes imposées par Donald Trump, des droits de douane qui ne s'arrêtent plus
dans le monde. Ça n'est terminé, vous l'avez déjà compris. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à vous auditeurs et téléspectateurs. Encore ce rappel, à partir du 4 août, nous serons en congé pour 2 semaines. Nous reviendrons encore plus fort. Ce sera à partir du 18 août, donc du 4 au 18 août. Les programmes vont vous fournir autre chose à cette heure, mais nous serons en pause pour reprendre du souffle. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, pour la dernière de cette saison. Préparez-vous et soyez au rendez-vous. Bonne journée à vous.